Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour vivre en exclusivité cet événement Corum l'Épargne, Brand New Boat Hits the Water, la mise à l'eau du tout nouveau bateau Corum l'Épargne, un IMOCA flambant neuf qui sera au départ du Vendée Globe en novembre prochain avec à sa barre Nicolas Troussel. Alors c'est une mise à l'eau, comme vous pouvez vous en douter, un peu particulière, dans des conditions particulières, avec une équipe réduite là-bas à Port-la-Forêt dans le Finistère. On va tout vous expliquer. Le dispositif vidéo est tout aussi exceptionnel pour vivre ce moment qu'il l'est également, très attendu par l'ensemble des équipes de Corum l'Épargne et de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Alors certains d'entre vous derrière les écrans ne parlent pas français, don't speak French, we will speak sometimes in English. Voilà, welcome everybody, thanks to be with us. Je vous propose tout de suite d'aller sur place, de retrouver Hugo Chartier qui est responsable communication et support à Corum Sailing. Hugo, m'entends-tu? Bonjour Grégoire, je te reçois très clair, merci beaucoup. Alors, Donc comment ça se bonjour à passe tous. sur place? Les opérations, Écoute, où en sont-elles? écoute, ça se passe très bien. On a le soleil qui a fait son apparition il y a une petite demi-heure. Juste derrière moi, vous pouvez voir donc ce très très beau bateau Corum l'Épargne qui est actuellement dans la grue et qui va pas tarder à bouger puisqu'on prépare donc la manutention. On a Michel Desjoyaux qui est juste en dessous le bateau et qui va être le chef d'orchestre aujourd'hui. Et comme tu le disais, donc Grégoire, on a un dispositif un peu particulier mais qui reste exceptionnel pour vous faire vivre cet instant magique à distance. Le bateau est sorti quand du hangar? Hier, il a été quillé, c'est ça? Exactement, donc hier matin, vers 9 heures du matin, le bateau est sorti du hangar, précédé de la quille, qui a été amenée juste ici, donc dans la fosse, et le bateau a été quillé dans la foulée. Donc il a passé la nuit ici sur la grue, et maintenant d'ici quelques minutes, on va pouvoir commencer la manutention pour mettre le bateau à l'eau. Merci Hugo, on va te retrouver un petit peu plus tard. Alors nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Frédéric Puzin, qui est président de Corum Butler. Bonjour Frédéric, vous m'entendez? Frédéric était avec nous il y a quelques minutes et que l'on va voir apparaître à l'écran. En attendant, nous sommes toujours à Port-la-Forêt avec ce quai, ce dock pour mettre le bateau. Frédéric Puzin qui va nous parler de cette initiative, de ce beau projet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je vous laisse l'honneur de commencer. C'est un moment très particulier pour Corum l'épargne. Oui, et je voudrais avant tout remercier, I would like to thank toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. So I would like to thank all the people who have worked on this boat for 16 months now. Je voudrais remercier tout d'abord Greg Évrard et Nicolas Troussel qui, il y a 16 mois exactement, ont lancé le projet sur le plan opérationnel et à la construction, ont réussi à fédérer autour d'eux un designer de talent, Juan Comungian, et un constructeur et compétiteur, néanmoins également de grand talent, qui est Michel Desjoyaux. Voilà, près de 130 personnes au total ont travaillé sur ce projet. Je voudrais tous les remercier, les féliciter. Voilà, pour nous, ce bateau, ça représente quelque chose de très important. C'est l'avenir de la notoriété de l'entreprise et donc son expansion et son développement. Je voudrais Tu peux me dire quand tu n'as plus besoin? rapidement pour remercier les entreprises donc, qui ont travaillé à la construction de ce bateau exceptionnel. Donc, Juan Comungian avec toute son équipe de Juan Yacht Design, Michel Desjoyaux avec toutes les équipes talentueuses de Mer Agité, Mer Forte également, CDK, Multiplast, Macma, Black Fiber, Lorima, Pixel, Rome Arrangé, Gelt, Théos, Nani, Technique Plaisance, Iroise Rigging, Outils Océan, est ici, Norcel, MPMP, Celtinox, et tous les autres. Voilà, I just come to thank all the people, 130 who work on the boat for 16 months, and all the company were fully involved, including during the last week on the lockout, in order to make this boat as performant as possible. Thank you very much to all of you, and thank you to all the people. Merci beaucoup Frédéric Puzin, merci pour votre intervention. Et on voit là le bateau qui est en train d'être déplacé, the crane is moving. Nous avons également avec nous pour nous accompagner, pour tout comprendre, alors à côté de moi, mais virtuellement, Sébastien Josse, grand skipper qui a rejoint la team Corum Sailing pour aider Nicolas Troussel dans sa préparation.
Bonjour Sébastien, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as un palmarès qui est long comme le bras, tu as des podiums, des victoires, mais surtout on peut dire que tu as participé aux 3 grands événements majeurs autour du monde qui sont le Trophée Jules Verne, la Volvo Ocean Race, le Vendée Globe, 3 participations au Vendée Globe et surtout une 5e place lors de l'édition 2004-2005. Pour commencer, Sébastien, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit un bateau, son bateau qui est mis à l'eau? Pas beaucoup d'émotions. Bonjour à tous. Mettre un bateau à l'eau, surtout un bateau neuf dans la vie d'un marin, ça arrive pas tous les jours. Des fois, c'est même juste unique. Donc, il y a beaucoup d'émotions. C'est, comme le disait Frédéric, c'est des mois et des mois de travail en équipe. Plus de 100 personnes qui ont travaillé, pas jour et nuit, mais pas loin pour peaufiner tous les détails et de voir le bateau se passer de l'ordinateur virtuel en 3 dimensions à quelque chose de très concret qui va pouvoir commencer à s'exprimer, c'est un moment assez particulier. Alors, ce live est interactif. Tous ceux qui êtes derrière les écrans, vous pouvez nous poser des questions, nous répondre. Et nous avons Hugo qui est de retour. Hugo, le bateau là est sur le point d'être mis à l'eau. Le bateau est sur le point d'être mis à l'eau puisqu'il a bougé déjà. Donc là, il est dans la grue et la cale de mise à l'eau est juste à 10 mètres sur ma droite ici. Et donc le bateau est en train de passer juste derrière moi à 5 mètres. Donc c'est assez impressionnant, je dois l'admettre. Il est magnifique, évidemment. Et je vais essayer d'avoir Greg Evrard, le directeur du projet, pour vous dire quelques mots d'ici quelques minutes. À tout à l'heure, Hugo. Sébastien, qu'est-ce qui est le plus difficile dans une mise à l'eau? À quoi on doit faire attention, surtout avec ce bateau tout neuf? Alors le plus difficile, c'est de pas l'abîmer. Voilà, ces bateaux sont très fragiles, ils sont en composite. Tout a été poli à la perfection, donc le moindre petit contact avec un gravillon ou le terre-plein ou éventuellement même la grue, hein, du sable sur les sangles qui permettent de faire la manutention peuvent un petit peu abîmer le bateau et donc c'est vraiment pas le moment parce qu'après c'est beaucoup d'heures pour rattraper ce genre de petits dégâts. Et je pense que la mise à l'eau va aller très très vite parce que dans moins de 3-4 minutes, le bateau il devrait toucher l'eau. Et là, on voit que Michel Desjoyaux a très bien géré sa manipulation en tout cas. Son timing. Et justement, on me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu le 11, le début du déconfinement progressif, le 11 mai, pour mettre ce bateau à l'eau? Alors l'échéance du Vendée Globe est très très proche, hein, dans moins de 5 mois. Donc chaque jour compte, chaque jour gagné et nous permet de mettre le bateau à l'eau, de le mettre en place. Il va être maté cet après-midi. Demain, les tests de jauge vont être effectués, des tests de stabilité et de sécurité. Et ensuite, tout l'armement va être mis en place. Donc les voiles, la sécurité, enfin pas l'avitaillement, mais en tout cas le matériel qui permet de naviguer va être mis en place et les premiers tests grandeur nature vont commencer à partir de la semaine prochaine. Nous avons sur place Greg Evrard qui suit les opérations, qui est le team manager. Greg, vous m'entendez? Ouais, je vous entends super bien, nickel. On voit la quille qui descend dans quelques secondes. Là, le bateau va toucher l'eau. Vous ressentez quoi? Ah, c'est assez fort, hein. Enfin même c'est très fort. Non, c'est des moments exceptionnels. Faut le réaliser, faut en profiter. C'est un moment qu'on a attendu longtemps, qui en appelle beaucoup d'autres de très forts, mais c'est vraiment un moment chouette, ouais. Un très chouette moment. Il y a eu des difficultés sur les dernières semaines. En tout cas, il y a eu des conditions qui ont été particulières pour la fin du chantier. Ah bah oui, une petite surprise qui s'appelle Covid-19, je pense qu'il a perturbé la vie de beaucoup de gens. Bon, pour nous, c'était juste une fin de chantier et il a fallu s'adapter aux conditions, respecter les règles sanitaires, avancer comme on le pouvait en toute responsabilité et aujourd'hui le bateau touche l'eau, donc c'est là l'essentiel. Merci beaucoup, Greg, pour votre intervention. Seb, là, le bateau donc est quasiment dans l'eau, tout se passe bien. Quelle est la taille de ce bateau? Qu'est-ce qu'un IMOCA en fait? Alors un IMOCA, donc c'est une classe qui régit des règles pour les bateaux qui peuvent participer au Tour du Monde, qui est le Vendée Globe Challenge. Donc on appelle ça des 60 pieds. 60 pieds, ça fait 10 mètres 20, 10 mètres 28, 5 mètres 50 de large environ. La quille, c'est 4 mètres 50, donc c'est régi, et le mât, c'est 27 mètres de haut. Pour un poids total aux alentours des 8 tonnes, 8 tonnes 3. Là, je vous laisse apprécier les images, le bateau qui va toucher l'eau.
Voilà le bateau touche l'eau, the boat hits the water. Voilà ce tout nouveau bateau Corum l'Épargne. Tous les concurrents, Seb, posséderont, ou du moins le même type de bateau? Alors, tous les concurrents du Vendée Globe ont le même type de bateau, même dimension, pas forcément les mêmes largeurs et pas forcément les mêmes générations. On peut voir que Corum l'Épargne a un bateau de dernière génération qui va être équipé de foils qui vont lui permettre d'atteindre des vitesses assez incroyables. Et les bateaux qui sont plus âgés sont un petit peu moins ou beaucoup moins performants qu'un bateau comme Corum l'Épargne. Il y en a qui prennent des bateaux qui sont déjà existants, qu'on va remanier. Il y a quand même une petite part d'improvisation, pas d'improvisation, mais en tout cas on peut faire pas forcément ce qu'on veut, mais de l'innovation sur ces bateaux. Oui, on appelle ça donc une box rule. C'est donc les règles sont définies pour la longueur, le tirant d'eau et le tirant d'air, donc la surface de voile et le nombre d'appendices autorisés, qui sont au nombre de 5. Et à partir de là, l'architecte et l'équipe mettent un cahier des charges en place et vont pouvoir typer plus ou moins leur bateau pour une course, pour un style de navigation, et aller peut-être même faire des choix extrêmes en disant bah, nous notre bateau on veut qu'il soit très très performant dans du vent médium à tel angle et le reste même nous intéresse pas. Donc voilà, c'est un compromis. L'innovation c'est aussi une prise de risque, mais souvent ça paye parce qu'aujourd'hui les architectes bah, nous révolutionnent le milieu de la voile depuis quelques années avec les foils, avec des nouvelles formes. Voilà, à titre d'exemple, il y a 4 ans, les foilers, Armel Lecléache a gagné 4 jours sur un tour du monde. Et avec un bateau comme Corum l'Épargne, on va pouvoir encore gagner entre 4 et 6 jours, ce qui est considérable quand on passe 70 jours en mer. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les foils, ils ne sont pas encore installés. Qu'est-ce qu'un foil? Alors un foil, c'est deux appendices qui se trouvent de part et d'autre du bateau. C'est des lames qui se mettent à fonctionner, qui permettent de soulager le bateau, de temps en temps le faire décoller. Et pourquoi l'intérêt de le faire dévoler? C'est de réduire la surface mouillée de la coque centrale, voilà, de la coque qui touche l'eau. Donc, moins le bateau touche l'eau, plus il va aller vite. Et grâce au foil, à partir d'une quinzaine de nœuds, donc à peu près 30 km/h, on peut dire qu'on divise par deux la surface qui touche l'eau. Donc ça permet au bateau d'accélérer. C'est comme un turbo quand le planning arrive. Et les foils dont se servira Nicolas Troussel, qui est avec nous là-bas depuis Port-la-Forêt. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas qui va installer les oreillettes. Pour m'entendre, il vient d'enlever son masque. Forcément, les conditions sanitaires sont respectées. Bonjour Nicolas, skipper de ce Corum l'Épargne qui vient d'être mis à l'eau avec le sourire. Ouais, bonjour à tous et à tous. Bah ouais, le bateau flotte, donc ils sont en train de contrôler qu'il n'y ait pas de fuite dans le bateau, mais écoute, pour l'instant tout se passe pour le mieux. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand le bateau a touché l'eau déjà? Bah ressenti que tout se passe bien et forcément une grande envie de partir naviguer déjà sur le bateau et puis c'est la fin, c'est la fin de cette étape de construction qui a été un petit peu plus longue que prévu et voilà, mais tout s'est très bien passé et voilà, donc maintenant il va falloir s'atteler à monter tout ce qui reste sur le bateau et à continuer à avancer et à travailler pour que ça fonctionne le plus rapidement possible et le mieux possible. Alors justement, on me demande quand est-ce que seront les premières naves, première navigation. Pour l'instant, c'est assez flou encore pour nous sur les autorisations possibles. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est avec les anciennes lois, c'est d'essayer de ramener le bateau à Lorient samedi, mais on n'est pas sûr d'avoir les autorisations encore. Ce qui va se passer entre aujourd'hui et samedi, c'est que le bateau va être ce qu'on appelle gréé, c'est que va être complété avec une fois qu'on a mis le mât, il y a plein d'autres choses à monter sur le bateau.
Et ensuite, on aura un test de jauge où on va mettre le bateau une fois avec le mât à 90 degrés. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra mettre les voiles sur le bateau. Donc ça, le test, c'est jeudi. Et vendredi, on pourra agréer les voiles sur le bateau. Et ben, si tout se passe bien et qu'on a les autorisations, samedi, on pourra faire la première nave. Mais on va dire pour l'instant, on n'en est pas sûr. Et suite aux annonces de jeudi, on saura aussi comment ça va se passer pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas. Alors, pour nos amis qui sont anglophones, the mast will be on this afternoon and the boat will be sailing normally in the next days. So we are waiting for the authorization because, you know, the sanitary conditions are very hard in France for the moment. The boat is the water, the boat is on the water. Donc, le bateau est sur l'eau. C'est une belle aventure qui continue parce qu'elle a déjà bien commencé par le chantier qui a été long, mais dans des conditions tout à fait correctes, un petit peu compliqué pour cette fin de chantier, comme nous l'a expliqué Greg Evrard tout à l'heure. Combien de temps ça prend, Sébastien, entre le moment où on décide de faire un bateau et le moment où il sort de l'eau, où il va sur l'eau plutôt? Alors ça prend entre 9 et 14 mois. Voilà. D'abord, il y a énormément de réflexion sur donc la rédaction du cahier des charges. Ensuite, les architectes font tourner leurs ordinateurs pour proposer des candidats donc de bateaux avec chacun leur spécificité. Il y a encore des retours avec l'équipe et puis il y a un choix et à partir de là, la construction des moules intervient. Donc il y a le choix du fabricant là, qui est Michel Desjoyaux avec Merforte, et puis de constituer l'équipe technique, l'équipe navigante et tous les sous-traitants. Donc ça, c'est beaucoup de travail, c'est des mois d'attente et voilà, tout est à créer. Ce sont des prototypes, donc il n'y a pas de pièces à part l'accastillage que l'on peut acheter au magasin. Tout le reste doit être dessiné, conçu, pensé pour le meilleur fonctionnement qui est spécifique à Corum l'Épargne. Alors on me demande quand est-ce que seront installés les foils? Alors les foils, ils sont en cours de transport, ils vont arriver à Lorient, donc normalement si tout va bien la semaine prochaine, les 2 foils pourraient être sur le bateau fin de semaine prochaine, donc selon les autorisations, mais voilà, les foils sont finis et attendent le bateau impatiemment à Lorient qui sera la base de Corum l'Épargne. Alors on voit ces foils, des espèces de moustaches là qui sont sur le côté, qui permettent au bateau de se sustenter, de gagner en vitesse, de quasiment plus frotter et de gagner du temps pour gagner le Vendée Globe. Le record de ce Vendée Globe, Sébastien? Alors le record, c'est 74 jours, détenu par Armel Lecléache, voilà, qui avait gagné 4 jours sur l'édition précédente, qui était détenue par François Gabard, qui était en 78 jours. Les architectes estiment qu'on peut descendre sous la barre des 70 jours si la météo est adéquate ou correspond un petit peu aux statistiques des 10 dernières années. En autre question, alors cette fois-ci en anglais, what kind of physical training is Nico doing in preparation for Vendée? Qu'est-ce que fait Nicolas pour sa préparation physique et surtout qu'est-ce qu'il a pu faire pendant le confinement? Alors Nicolas, pendant le confinement, il a continué à s'entraîner parce que c'est des bateaux qui sont extrêmement sollicitants physiquement et mentalement. Naviguer à 30 nœuds sur un monocoque, c'est du pilotage avec énormément de finesse. Donc on est entre deux, on n'est pas forcément encore dans l'aviation, mais on n'est plus tout à fait des bateaux à voile traditionnels. Donc on est entre les deux. L'équilibre des bateaux est difficile à trouver parce que il faut ce qu'on appelle des plans porteurs et les IMOCA n'ont pas tous les plans porteurs pour garder cette stabilité. Donc Nicolas a déjà décortiqué ce qu'on appelle les VPP, le polaire de vitesse de bateau, pour apprivoiser un petit peu, voilà, dire quand on va naviguer dans 15 nœuds de vent, à 100 degrés du vent, le bateau il devra aller à 23 nœuds par exemple. Donc ça c'est très numérique, mais c'est très important. Et puis après il a continué à travailler la météo, la stratégie et le physique, parce que c'est très important, c'est d'avoir une hygiène de vie pour pouvoir mener ce bateau à 100%.
Okay, donc Nico trained hard during the confinement, during this time in France, and he will continue because those boats are very hard to sail. Ces bateaux sont difficiles à faire naviguer, à mener. C'est une véritable aventure, Seb. C'est Vendée Globe. Toi, t'en as fait 3. Alors oui, le Vendée Globe, c'est une course rallye avant tout. Il y a un niveau de compétition très élevé, des équipes très affûtées, avec des skippers qui ont beaucoup d'expérience et qui sont très bien organisés. Mais maintenant, il y a l'imprévu de cette course. C'est 50% d'abandon à chaque édition. Parce que c'est une course très longue, 78 jours, soit 74 jours, avec de l'usure, que ça soit matériel ou mental ou physique. Donc c'est un marathon qui joue souvent au mental et c'est un savant mélange d'imprévu, d'anticipation, d'adaptation et de compétition. Donc là, on voit des images d'hier du bateau qui a été sorti du hangar avant d'être quillé. Oui, tu le disais, il y a beaucoup d'abandons. Il y a eu 167 participants, 89 qui ont franchi la ligne. Et comme tu le dis, il faut être hyper concentré pendant ces quasi 3 mois pour pouvoir aller au bout et pouvoir revenir au Sable d'Olonne. Rappelle-nous les règles du jeu, les 3 caps. Alors la règle du jeu, c'est un tour du monde en solitaire, sans assistance. Au départ des Sables d'Olonne et arrivé au Sables d'Olonne. Donc on descend l'Atlantique, Atlantique Nord, Atlantique Sud, on passe le cap de Bonne-Espérance, après le fameux océan Indien, océan Pacifique, avec le cap Lewin en Australie, Cap Horn, et retour à la case départ en remontant l'Atlantique Sud, puis l'Atlantique Nord, et normalement, voilà, c'est déjà une aventure en soi et une épreuve incroyable dans la vie d'un marin. Et à la suite des essais, me demande Christian, est-ce que ce bateau sera susceptible d'être encore modifié? Alors, tout à fait. Bon, un prototype, c'est en perpétuelle évolution. Donc, aujourd'hui, le bateau est mis à l'eau dans cette configuration avec une première génération de foils. Il y en a une deuxième qui est en cours pas de réalisation, mais en tout cas de calcul. Et évidemment, il y a le poids, les masses à bord du bateau, qu'elles soient un petit peu à l'avant, à l'arrière, changent énormément la stabilité en vol. Et c'est tout ça qu'il va falloir affiner, peaufiner au fur et à mesure des semaines, des mois et des années de navigation. De voir 2 ou 3 générations de foils sur un bateau comme celui-là peuvent encore le faire progresser de 10 à 15%. Donc, entre la version de Corum l'Épargne aujourd'hui et celle du départ, il y aura déjà une évolution incroyable. Et l'année prochaine, ça sera encore autre chose. Plus on navigue avec un bateau, plus on le connaît, plus on peut se permettre de le faire évoluer. Pour un marin, c'est quoi? C'est un prolongement de soi, ce bateau? Pour un marin, le Graal, c'est justement de connaître tous les automates, d'avoir plein d'automatismes, de pouvoir faire corps, entre guillemets, avec son bateau, sans forcément y mettre d'affect, mais de pouvoir ressentir les yeux fermés, son comportement, au son et à son attitude, savoir si on est dans la bonne plage d'utilisation. Donc ça s'acquiert en naviguant. Voilà, on a beaucoup de théories, on a beaucoup de tableaux qui nous disent le bateau doit fonctionner comme ça. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le nombre d'heures passées à bord du bateau et de pouvoir naviguer, entre guillemets, les yeux fermés et de toujours être performant. Donc si vous venez nous rejoindre sur ce direct, vous avez devant vous ce bateau Corum l'Épargne flambant neuf qui vient d'être mis à l'eau. Il est donc posé, il sera maté, la quille a été installée hier, il y aura plus tard les foils qui permettront de le faire voler, en tout cas les premiers essais. Sébastien, entre le premier Vendée Globe et celui qui va avoir lieu à partir du 8 novembre prochain, les marins ont aussi évolué. Il y a eu les bateaux, mais aussi les marins. Ça n'a plus rien à voir. La première édition du Vendée Globe a été un peu fait sur un pari dans un bar entre quelques skippers de renom, hein, Perron, Lamazou, Jantot et d'autres qui se sont lancés le pari de faire le tour de savoir si c'était possible de passer 90 jours en mer autour de la planète sans assistance. Et à l'époque, l'assistance n'était pas la même. La communication avec la Terre, l'extérieur, était réduite quasi à néant. Donc c'était des pionniers qui ont eu beaucoup d'avaries, beaucoup de naufrages, des fois même dramatiques. Aujourd'hui, on est
On est plus dans une course avec énormément de technologie, avec vraiment du pilotage de bateau. Comme je le disais, ces bateaux sont au port, on peut se dire ça ressemble à un monocoque traditionnel. Quand on les voit en vidéo au large, ça n'a plus rien à voir. C'est des libellules flottantes. Et ce qui sont des bateaux qui sont devenus très stressants. Parce que naviguer à 30 nœuds en solitaire sur ce genre de bateau sous pilote automatique, il faut un certain mental et être paré à tenir cette cadence sur 70 jours. Tu parles de pilote automatique parce que, pour l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas la voile, le bateau, il n'est pas barré en permanence par le skipper. En tout cas, physiquement, manuellement. Voilà, ben, quand naviguer en solitaire, c'est naviguer avec un pilote automatique qui va garder un cap, qui soit magnétique, ou garder un angle par rapport au vent. Et on fait énormément confiance à ce pilote automatique, mais à nous de lui trouver le bon équilibre du bateau pour qu'il aille vite et que le pilote automatique barre bien. Donc c'est ça la subtilité. Un skipper qui connaît bien son bateau, c'est un skipper qui sait bien le régler pour que son pilote automatique soit efficace, parce que ça reste de l'électronique, donc avec beaucoup moins de sens et beaucoup moins de capteurs qu'un être humain. Alors Hugo, toujours sur place, Hugo Chartier qui est avec nous, qui nous explique tout depuis Port-la-Forêt. On en est où là? Ça y est, le bateau est sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le bateau est sur l'eau, bonne nouvelle, il flotte. Et juste à côté de moi, en face de la fosse, on a une grue qui vient d'arriver. Et cette grue, elle va permettre de peser le bateau. Donc on va le faire dans les 5 minutes qui viennent. Et derrière, on a le mât qui est à l'autre bout du parking, qui attend sagement là-bas. Et on va mater le bateau dans la foulée. Donc tout se déroule comme prévu, même un peu plus rapidement. Un peu plus rapidement, si j'ose dire. Ça fait, oui, il est 14h30. Et j'espère qu'on va pouvoir vous faire vivre au moins la pesée. Et si on a un peu de chance, le matage du bateau, qui est une étape super importante aussi et chouette à regarder. Quelle est l'ambiance? Ça reste très concentré ou ça y est, une sorte de soulagement? Je ne vais pas dire qu'il y a un soulagement parce qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Tout le monde a les mains sur les bouts d'amarrage actuellement. On a le chef mesureur de la classe IMOCA qui est à bord du bateau. Je ne sais pas, il me semble que Seb a expliqué un peu ce qu'étaient les bateaux de la classe IMOCA, qu'est Corum l'Épargne, pardon. Est-ce que, Grégoire, tu souhaites que je fasse un point en anglais peut-être? Ah oui, avec plaisir. Okay, so for all the English viewers, we have a sort of travel lift here, who is here, and we're gonna lift the boat again to weight it and to check if the weight that we prepared is the weight that we expected is the right one. And then after that, we're gonna put the mast on. The mast now is on the other side of the parking, and we have 6 people now who are pushing it towards the boat. So first of all, we're going to weight the boat, and then we put the mast on. I'm not sure if we're going to be able to stay alive until the mast is on, but we're going to do our best. Merci beaucoup Hugo, sur place à Port-la-Forêt où tout se passe bien. On te retrouve un peu plus tard, donc tu le disais, le bateau qui va être pesé. Sébastien, on pose une question sur les foils. L'architecte a participé à l'élaboration des foils en 2018 sur un autre IMOCA. Est-ce que ceux de Corum l'Épargne seront les mêmes que les précédents foils sur lesquels il a travaillé? Non, alors déjà, je vois à peu près de quelle foil on peut parler, donc j'espère que non. Et chaque bateau est différent, donc même si c'est le même architecte, il y a beaucoup de secrets entre les équipes. Donc la version de Sébastien Simon ne correspond pas du tout à la version de Nicolas Troussel. Et le secret est bien gardé entre les équipes parce que il y a un petit peu de course à l'armement, un peu de secret industriel et de savoir. Donc non, en termes de structure et en termes de design, les choix sont différents. Une question de Sophie qui nous demande comment Nicolas va communiquer avec la Terre et qu'est-ce qu'il aura le droit de recevoir comme info ou en données en tout cas. Est-ce qu'il fait tout seul sa météo? Comment ça se passe? Ou côté technique? Alors la communication avec la Terre se passe par satellite. On peut voir sur le bateau juste au-dessus du U de Corum, il y a une petite boule blanche. Donc ça c'est l'antenne satellite, on appelle ça un fleet, qui permet d'avoir une connexion plutôt bas débit avec Internet ou le web et la Terre pour le coup.
Comme je disais, c'est sans assistance. Donc le routage, en tout cas l'aide météorologique ou la décision l'aide à la décision est interdit. Donc tout doit être collecté par Nicolas via son antenne satellite, doit être analysé, traité à bord, et Nicolas c'est la seule personne à pouvoir prendre la décision d'aller à gauche, à droite, et d'établir sa stratégie. Et Nicolas est un très fin stratège, donc j'ai pas trop d'inquiétude pour lui là-dessus. Il n'aura pas besoin de beaucoup de personnes à terre pour ça. Alors toi, tu as participé à 3 Vendée Globe. Pourquoi tu as rejoint le Quorum, la team Quorum Sailing? Bah parce que rester au goût du jour, voilà, de pouvoir côtoyer ces avancées technologiques incroyables, une équipe qui est fraîche et dynamique, avec plein de choses à découvrir, faire un petit peu de transfert de compétences, échanger avec Nicolas. On était concurrents il y a quelques années sur le circuit Figaro, et voilà, c'est de participer à ce genre d'aventure, qu'on soit le skipper ou qu'on soit dans l'équipe, c'est toujours très passionnant et très instructif. Voilà, les manières de penser, les manières d'aborder les événements sont toujours très enrichissants. Comment on doit aborder un tour du monde quand c'est son premier tour du monde, notamment pour Nicolas? Alors aborder un premier tour du monde, c'est un mélange de stress, de fraîcheur, énormément d'envie. Comme il y a beaucoup d'inconnus, on y va sans trop se poser de questions, sans a priori, ce qui est une force. Et après, bah voilà, ce que je dis, c'est beaucoup de motivation, beaucoup de fraîcheur. Nicolas, ça doit faire une dizaine d'années, je pense, qu'il mûrit ce projet. Donc il a une motivation et un moral d'acier pour cette prochaine édition. Donc voilà, c'est souvent, voilà, François Gabard, il a gagné le Vendée Globe à sa première édition, avec beaucoup de fraîcheur, et d'autres le gagnent avec 2-3 éditions derrière. C'est propre à chaque skipper, à chaque personnalité. Alors on a des photos du chantier. Il est fait en quoi ce bateau? Comment est-ce qu'on fait un bateau, une coque de bateau comme ça? Alors c'est des bateaux qui sont faits 100% en carbone, donc en pré-imprégné, les mêmes composites utilisés dans l'aéronautique. C'est des bateaux qui sont cuits et collés sous vide, donc pour avoir une qualité de composite la plus excellente possible. Et tout est fait à la main. Voilà, on peut voir qu'il y a eu plus de 120 personnes qui ont travaillé sur le bateau. Chaque centimètre a été inspecté, chaque collage a été minutieusement fait. On parle de haute technologie, donc il n'y a pas, les coefficients de sécurité sont très 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 limites pour des gains de poids, pour des gains de rigidité, et donc la mise en œuvre doit être parfaite. Et les gens qui s'attellent à ce genre de bateau sont vraiment des orfèvres. Et il y a combien de corps de métier qui travaillent là-dessus? Alors c'est divers, donc c'est très varié. On a donc un architecte, des ingénieurs, on a des électroniciens, informaticiens, mécaniciens, des gens qui s'occupent des boots, des gréeurs pour les voiles, un maître voilier, des boat builders. Donc les boat builders, c'est les stratificateurs, ceux qui font justement, qui modifient le bateau avec la résine et le composite. On dit qu'un bateau il évolue, ben il évolue à chaque. On peut pas faire un trou n'importe où sur un bateau comme ça. Il faut d'abord appeler l'architecte, savoir quel renfort il faut mettre, et après on peut se permettre de percer à l'intérieur. Voilà, c'est des bateaux qui sont faits en nid d'abeille, donc ils sont creux entre guillemets entre deux plaques de carbone. Donc c'est vraiment des bateaux très fragiles et à la fois très performants. C'est pour ça qu'ils peuvent atteindre des vitesses aussi incroyables. Alors on a une question de Christian qui demande s'il y a un compartiment sur le bateau pour garder le champagne au frais. Au cas où. Alors le compartiment est assez spartiate dans le bateau. On peut voir que le bateau à l'intérieur n'est pas peint pour des histoires de poids, donc il est brut de carbone et il n'y a pas de superflu. Plus tard, vous verrez certainement l'aménagement intérieur, la cuisine, la table à cartes et le lieu de repos de Nicolas. Et on se bat pour gagner des kilos. Et donc le champagne, il sera amené par caisse à l'arrivée quand Nicolas reviendra au Sable d'Olonne par l'équipe technique. Comment on s'alimente sur le bateau? C'est du lyophilisé essentiellement. Quand est-ce qu'on mange surtout? Alors, voilà,
le rythme à bord d'un IMOCA, il n'y a pas de jour de nuit, on vit 24 heures sur 24. Ce qui prédomine, c'est la marche du bateau. Donc, faut que le bateau soit entre 90 et 100% de son potentiel. Donc, si les conditions météo le permettent, on se restaure, on se repose, on range. Et si les conditions météo sont rudes, de par la vitesse du bateau ou de par l'état de la mer, et ben on fait ce qu'on appelle, on fait le dos rond, on passe dessus, ça peut durer 12 heures, 18 heures, 24 heures, 35 heures. Voilà, un phénomène météo, au bout de 35 heures, normalement, il est évacué, on est passé devant ou derrière. Mais on vit au rythme de la nature et de la course et des concurrents que les concurrents nous imposent. On va retrouver Greg Évrard, le team manager Corum l'épargne, Corum Selling, qui est avec nous là-bas à Port-la-Forêt. Greg, Ouais, rebonjour. rebonjour, tout avance bien. On a vu le mal là, il y a quelques secondes avec Michel Desjoyaux. Tout va être mis en place assez rapidement. Ouais, tout à fait. Ça se déroule pour l'instant comme prévu. Le bateau a été mis à l'eau et flotte. C'est une bonne nouvelle. Le mât en a été approché et en fait le bateau va être ressoulevé pour être pesé. Le jaugeur est là, la personne qui valide la conformité du bateau. Et de la même manière, le mât sera pesé avant d'être installé, pardon. Et le poids total du bateau sera ainsi connu. Donc ça, ce sont les opérations en cours et pour l'instant, aucun souci. Et qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'il a été pesé, que le mât a été installé? Voilà, c'est terminé, on fait quoi après? Eh ben, le bateau va aller gentiment au ponton avec l'équipe technique et puis on va d'une part mettre l'équipement qui lui permettra de naviguer à bord, tout ce qui est mobile, on va dire. Et on a un certain nombre de tests de structure, de fonctionnement des systèmes, etc. qu'on peut faire au ponton. Et donc ça, c'est le programme pour les 3 jours qui viennent. Est-ce que Greg, tu peux nous le faire en anglais? Me demande-t-on? Aïe, aïe, aïe. Euh, quelle question sur Sinon, le programme je me des permettrai de prochains t'aider. jours. Yes, the boat has now been launched and is floating, which is a good news. Now it will be weighted and the same for the mast. This will allow us to know the total weight of the boat, and this is important because of some rule calculations. The chief measurer of the IMOCA class is here to validate all the data we will give to him, and after that the boat will slowly go to the dock with the technical team, and the preparation for the first navigation will begin with all the, let's say, non-fixed equipment. Probably the sails will be put on board on Friday, and during the coming few days there will be a bunch of tests to validate the structure is good and all the systems on board, like the winches, like a lot of systems to validate that everything is working properly. Merci Greg. J'ai encore une dernière question. C'est Thomas qui me pose cette question. Sur le Vendée Globe 2020, certains bateaux qui anticipent des vitesses très élevées ont décidé d'opter pour une cabine fermée. Quels critères entrent en jeu? Comment va être la cabine? Est-ce qu'elle sera fermée, pas fermée? Alors, sur Corum l'épargne, on a pris l'option d'une cabine fermable. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une protection, hein, on peut voir dans les formes du bateau que la notion de protection de la zone de manœuvre est quand même primordiale et bon, ça a été un critère vraiment important pris en compte. Et au-delà de ça, on a une solution pour complètement fermer ce cockpit, donc permettre à Nicolas d'être totalement protégé au sec, ce qui est important à nos yeux sur un Vendée Globe. Merci beaucoup. Merci Greg pour ton intervention. Et derrière, on voit la pesée. Sébastien, c'est un moment hyper important, la jauge, là, en gros. Alors là, c'est pas encore, oui, c'est une partie de la jauge, mais c'est surtout là le bureau d'études de Nicolas va se rassurer, parce qu'il faut voir que chaque pièce ou chaque mètre carré ou centimètre carré de composite qui ont été mis à bord a été estimé. Donc c'est une pesée virtuelle, en tout cas au chantier. Et donc là, c'est un petit peu
l'examen d'entrée pour le bureau d'études, pour savoir s'ils ont estimé le poids du bateau à 7 tonnes 3 et que le bateau est pesé à 7 tonnes 500, on peut dire que la marge d'erreur est infime. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça veut dire qu'ils peuvent partir de prendre confiance dans leurs calculs et leur manière d'aborder le sujet. Donc la pesée, c'est toujours un moment très important parce qu'un bateau forcément léger, un bateau qui est rapide ou en tout cas qui est facile à mener, et c'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est surtout le poids du bateau, ça reste très secret. Je pense pas qu'on connaisse le poids du bateau aujourd'hui. D'accord, donc we won't know the weight of the boat today. It's a secret, as said Sébastien Josse. Comment ça va se passer là-dedans? On a parlé des différentes étapes jusqu'à ce que le bateau puisse vraiment naviguer. Il y a des courses avant le Vendée Globe pour permettre de tester le bateau en conditions réelles? Alors, avant le Vendée Globe, il y a des qualifications. Nicolas va devoir parcourir 2000 milles en solitaire à bord du bateau. Ensuite, il y a une course qui peut être course qualificative au mois de juillet, mais qui n'est pas encore mise en place vu les événements sanitaires. Bon, on va dire que la course avant le Vendée Globe, c'est pas forcément quelque chose c'est bien pour se tester, se jauger, mais une course d'une semaine en mer d'Irlande n'est pas représentatif, en tout cas, de l'épreuve qu'attend Nicolas au mois de novembre. Donc, si le bateau la mise en route du bateau, on va dire, est sans encombre, aller se confronter aux autres, c'est bien. Maintenant, c'est pas vital. Le plus important, c'est que le bateau il navigue et qu'il progresse techniquement le plus rapidement possible, et que Nicolas prenne confiance dans ce bateau-là, sans forcément avoir la pression du plateau d'autres équipes qui ont eu un petit peu plus de temps pour se préparer et qui risquent de mieux mener leur bateau. Voilà. Le plus important, c'est résoudre tous les problèmes techniques et se qualifier. Les entraînements au début se feront en équipage, mais ce bateau sera mené en solitaire. Voilà, tout à fait. Donc, il y a une équipe navigante au sein de Corom avec Nicolas Troussel, Nicolas Lulven qui a gagné aussi la solitaire du Figaro, Thomas Rouxel. Et pourquoi naviguer en équipage? Chaque manœuvre en solitaire prend entre 45 et 1h30, alors qu'à 5 ou à 4 sur le bateau, la manœuvre va prendre un quart d'heure. Donc ça permet de gagner du temps, d'avoir différents points de vue aussi pour les réglages, pour les sensations, le fameux feeling. Et donc on est beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace à 4 ou 5 sur un bateau, et surtout ça fatigue beaucoup moins Nicolas qui ne pourrait pas enchaîner sur 8 heures de navigation 6 manœuvres. Voilà, sur un tour du monde, on va dire que Nicolas effectuera une manœuvre tous les 24 ou 36 heures. Donc voilà, c'est à la fois pour gagner du temps, pour découvrir le plus rapidement possible le bateau, et à la fois pour préserver Nicolas, pour pas qu'il s'exténue à faire des manœuvres, on va pas dire inutiles, mais en tout cas qui nous ferait perdre du temps, quoi. Alors, une petite question, on va dire intime. Comment est-ce qu'on s'occupe de l'hygiène corporelle, de la toilette pendant un tour du monde pendant les 3 mois? Alors, l'hygiène à bord d'un bateau, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas d'eau potable. Donc, l'eau sert essentiellement à s'hydrater, à réhydrater la nourriture et de temps en temps se laver. Elle a une production d'eau, consomme du gasoil, donc c'est un petit peu un cercle infernal. Donc, on va pas se faire 100 litres d'eau douce juste pour prendre une douche. Donc, il y a deux solutions. Il y a l'eau de mer. Donc, dans les zones tropicales, c'est quand même plus agréable que dans le golfe de Gascogne. Mais quoi qu'il se passe, quand il faut prendre une douche avec de l'eau à 5 degrés, on le fait. Et on se rince avec 1,5 litre d'eau douce environ. Et sinon, il y a des lingettes, comme des lingettes pour les enfants, pour les conditions, quand on est dans des conditions dépressionnaires. Souvent, on se lave avec des lingettes. Autre question, alors ça c'est moi qui la pose, mais comment est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on dort vraiment? Alors, on dort très mal sur un bateau. Déjà, on se met pas en pyjama dans une couette. On dort dans nos habits. Donc, un petit peu pour les gens qui font de la montagne, c'est un peu pareil. On dort dans nos mérinos, dans nos lifas. On est souvent humide. Donc, notre ennemi, c'est le sel. Être mouillé par l'eau de mer, ça veut dire que les vêtements ne sécheront plus. Et après, il y a un bruit infernal sur le bateau et on a besoin à la fois d'être à l'écoute du bateau pour savoir s'il fonctionne bien, et à la fois on a besoin de se reposer dans un vacarme infernal parce que le bateau tape sur l'eau, donc c'est des bateaux qui sont très sonores, qui sont très raides, et aussi là-dessus se rajoute le sifflement des appendices.
donc de ces fameux foils ou de la quille qui génèrent encore plus de stress ou d'inconfort sonore. Donc là, le bateau, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va être pesé pour vérifier que tous les calculs ont été bons. Les sangles qui se tendent. The boat is being to be lift for the weight. Donc si vous nous rejoignez maintenant, ne vous inquiétez pas, non, on ne remonte pas le bateau pour un problème, mais juste pour le peser. Et dans quelques instants, nous aurons Nicolas Troussel, le skipper, qui va venir nous retrouver, nous rejoindre. Et il est prêt. Nicolas, un autre moment important, oui. La pesée du bateau. Ouais, ben, on a hâte de savoir combien le bateau pèse. Après, ça sera comme ça sera, mais j'espère qu'on aura une bonne surprise parce que toutes les pièces ont été pesées séparément, mais pas l'ensemble n'a pas été pesé en même temps. Donc, j'espère que ça sera dans les clous et ça va permettre de continuer. Donc, le mât sera pesé dans la foulée de la coque. Et je crois qu'ils vont poser le bateau de l'autre côté du quai une fois que la pesée sera finie. Parce que le matage se fera de l'autre côté. Oui. Comment s'est passé ton confinement en termes d'entraînement? Qu'est-ce que tu t'es découvert ou qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Sur quoi tu as travaillé? Est-ce que tu as travaillé la météo? Est-ce que tu as travaillé plus le physique? En anglais. On a pas mal Non, j'ai pas travaillé l'anglais, désolé. Je fais un blocage. On a pas mal travaillé en télétravail avec toute l'équipe pour continuer à avancer, à s'adapter, puis essayer de trouver les meilleures solutions pour que le bateau puisse être mis à l'eau aujourd'hui. Et puis ensuite, ouais, j'ai fait un petit peu de sport dans mon jardin. Voilà, et j'ai un vélo, j'ai un home trainer aussi, donc j'ai fait un peu de vélo sur les conseils de Sébastien. Oui, Sébastien qui fait un peu de vélo aussi. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. Et on a vraiment hâte de te voir à la barre de ce bateau, voilà, une fois qu'il sera posé. Est-ce que Seb, tu as un petit mot à dire à Nicolas? Ça part de là, et puis hâte d'avoir les autorisations pour se retrouver prochainement. Mais voilà, en tout cas, c'est voilà, profite de ces moments-là. Ça arrive pas souvent. Ouais, je crois que tout le monde a très envie de naviguer sur ce beau bateau, et c'est un bateau qui est quand même un petit peu futuriste, et puis il y a tout cet engouement autour des foils qui fait très envie, et il y a beaucoup de choses encore à découvrir, donc ça fait très envie, et on a la chance de pouvoir participer à ce moment-là, hein, qui est un moment spécial dans le milieu maritime, et voilà, donc ça va être passionnant de travailler sur tout ce développement-là, et puis de pouvoir, en tout cas, d'essayer de trouver les meilleures combinaisons et les meilleurs réglages pour que le bateau soit rapide et stable et puisse m'amener autour du monde sereinement. Nicolas, un petit mot pour tous ceux qui sont chez Corum l'Épargne et qui te soutiennent? Je suis ravi en tout cas que toutes les équipes de Corum puissent suivre cette mise à l'eau, qui est un moment très important pour nous et donc pour tout le monde en fait. Et je suis très content que tout le monde ait pu vivre ça, même si c'est si c'est sur son écran d'ordinateur, mais en tout cas c'est vraiment sympa que tout le monde soit là. Et puis j'espère que on pourra se retrouver le plus rapidement possible, peut-être à Paris, mais en tout cas que vous puissiez venir voir le bateau sur les pontons rapidement, parce que c'est une belle machine.
Voilà, merci beaucoup Nicolas. L'invitation est lancée donc pour tous ceux qui travaillent chez Quorum l'épargne. Un petit mot Sébastien, alors c'est un petit mot de Camille qui a 4 ans qui demande si pendant ton Vendée Globe tu as vu des pirates ou des Gaulois. Non, mais enfin oui, des pirates, ça nous arrive au large de l'Afrique de voir des bateaux un peu suspects. On sait pas trop ce qu'ils font là. C'est pas des bateaux de pêche, c'est pas des bateaux de commerce. Voilà, ils allument pas leur feu la nuit, donc il y a peut-être un peu de contrebande là-dedans. Donc ça arrive de croiser des pirates, mais pas, ils nous attaquent pas en tout cas. Et des Gaulois, non, bah, les Gaulois, ils sont plutôt du côté du nord de l'Europe, et nous, on va plutôt vers le sud, donc on voit pas de Gaulois. Merci beaucoup Sébastien. Avec nous, le bateau, vous l'avez vu, a touché l'eau. Il est juste soulevé pour être pesé. Nous avons Walter Butler, président de Quorum Butler. Le mot de la fin, Walter, il est pour vous. Bonjour. Vous êtes heureux d'avoir vu ce bateau mis à l'eau? C'est vraiment magnifique. C'est un moment qui est, je crois, très émouvant pour tout le monde parce que c'est beaucoup de travail. On a vu souvent Greg, Nico, Juan, Michel, Sébastien. On a été avec Frédéric à plusieurs fois et on a vu ce bébé qui naît. Et c'est un vrai beau bébé dont on espère qu'il va aller très loin. C'est un peu, c'est la fin du début, comme quelqu'un disait tout à l'heure, et c'est le début d'une autre fin qui nous amène, j'espère, en novembre, et avec beaucoup de joie, beaucoup de passion. Je crois que ça reflète aussi les valeurs de Quorum Butler, qui sont le travail d'équipe, l'endurance, l'exigence, la bienveillance, et sont des valeurs importantes que Nico et Greg partagent, qui sont les valeurs de ce bateau, qui j'espère vont nous permettre d'aller très loin. C'est la société qui nous a aidés de Michel Desjoyaux, tout le monde ne le sait pas, s'appelle Mer Agitée, et on est dans un monde agité, et je pense qu'on va sortir tous beaucoup plus forts en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, dans ces moments difficiles. It's a very moving moment to see this boat getting on the sea. That has been a lot of teamwork, of kindness, of hard work, and we wish the very best to Nico in the future. Eh ben, merci beaucoup, Walter Butler, de cette intervention. Merci encore. Voilà, ce live touche à sa fin. Merci, Sébastien, de m'avoir accompagné. Merci à tous ceux qui ont regardé ce direct exceptionnel dans des conditions exceptionnelles. Il y aura un replay qui sera bientôt disponible. Bien sûr, vous pourrez regarder à nouveau donc ces très très belles images et le dire autour de vous. Voilà, je voulais remercier tous ceux qui nous ont suivis, toutes les équipes qui ont permis de rendre cette retransmission possible. On vous dit à très vite. On a hâte de voir donc ce bateau en pleine mer. Je rappelle le départ du Vendée Globe le 8 novembre prochain avec Nicolas Troussel à la barre de Quorum l'épargne, tout juste mis à l'eau. À bientôt.